Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un chapitre très important qui s'appelle « Rencontrer les sentiments de l'enfant ». Nous allons faire aujourd'hui simplement une présentation, ce sera une première partie pour vous introduire à cette notion qui va marquer un tournant dans notre accompagnement. Adel Faber, que je vous présente, qui a écrit un livre avec Hélène Mazlich, ce livre s'appelle « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». C'est un livre qu'elle a coécrit donc avec Hélène Mazlich et que vous pouvez vous procurer aisément. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve, parce que j'ai mis un lien sur la page. C'est un livre vraiment très intéressant et qui est vraiment à l'origine de cette nouvelle façon de voir l'éducation, en tout cas qui participe de ce mouvement qui est vraiment en train de prendre une certaine ampleur, auquel nous contribuons modestement. Voilà. Et alors elle commence son livre avec humour de cette manière. Elle dit « J'étais une mère merveilleuse avant d'avoir des enfants. J'étais experte à trouver la cause des problèmes que tous les parents pouvaient avoir avec leurs enfants. Et puis j'en ai eu 3 bien à moi. Vivre avec de vrais enfants a de quoi vous rendre modeste. Chaque matin je me disais « Aujourd'hui ça va changer » mais chaque matin apportait une variante du matin précédent. Et puis là elle donne quelques exemples de cris ou de revendications de la part de ses enfants. Tu lui en as donné plus qu'à moi. C'est un vert rose, j'en veux un bleu. Ces céréales sont dégueulasses. Il m'a tapé, mais non, je ne l'ai jamais touché. Je n'irai pas dans ma chambre, tu n'es pas mon patron, etc. Au bout du compte, ils m'ont épuisé. Ensuite, elle raconte comment elle en est venue à se former, puis comprendre mieux comment fonctionne l'enfant. Comment ne pas entrer dans un rapport frontal, un rapport de force frontale, un rapport d'opposition, qui de toute façon se solde par un échec ou qui n'aboutit jamais. Son idée a été de rencontrer les sentiments de l'enfant. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous expliquer comment nous pensons que vous pouvez faire, mais nous allons vous donner des exemples concrets, réels, qui donnent à réfléchir. Alors si vous n'avez pas les moyens de vous acheter le livre, nous allons vous donner l'essentiel de ce qu'il contient. Et le livre, lui, développe chacun des points sur lesquels nous travaillons. La maîtresse phrase de ce livre est « Quand les enfants se sentent bien, ils se conduisent bien ». Et là, vous avez tout le programme. Alors évidemment, ce n'est pas détaillé, c'est ce que nous allons faire, mais vous avez quand même l'idée centrale de la philosophie d'Adel Faber. Et le passage qui fait du bien se trouve tout à fait à la fin. Et je vous le cite. « J'ai vite remarqué que l'important pour les parents, c'est de finir la journée. C'est certainement leur priorité, mais l'anxiété sous-jacente est « Quel genre d'enfant suis-je en train d'élever? Comment ai-je pu créer ce petit monstre qui n'a aucun sens des responsabilités, qui frappe sa sœur, qui ment, qui ne range pas ses affaires, qui pleurniche et qui est généralement aussi peu coopératif qu'un frelon enragé? C'était un si gentil petit bébé pourtant, comment ai-je pu autant faire fausse route ?» Oui, ça fait du bien de lire que les autres parents pensent la même chose que nous. Alors ce que nous disons, qui est un petit peu différent de ce que dira Adel, mais nous en avons déjà parlé ensemble, si vous vous souvenez. L'enfant est ainsi parfois parce que c'est nécessaire. Donc vous laissez passer les crises existentialistes, les vôtres et ceux de l'enfant, avec un petit peu moins de déprime. L'enfant doit, ici et maintenant, déposer ce qu'il ne pourra pas emmener dans sa vie d'adulte. La méchanceté pure, l'égoïsme absolu, eh bien, il s'en débarrasse. D'une certaine manière, nous avons cette formule pour dire qu'il le dépose à vos pieds. Ce serait bien que vous puissiez, je crois que vous avez commencé à le faire, prendre les choses de cette manière. Considérer que ce qu'il fait qui ne vous plaît pas, eh bien, il s'en débarrasse et il s'en débarrasse auprès de vous. Il l'abandonne par pans entiers. Et puis, il y a aussi ce fait qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Vous vous souvenez de la parole « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Eh bien, l'enfant ne sait pas ce qu'il fait aux autres. Il n'en a pas conscience. Ou très peu. Mais nous verrons tout cela. Soyez tranquilles. Voici ce que nous dit Adel et qui nous intéresse aujourd'hui spécialement. Adel affirme à juste titre, Adel Faber, que lorsqu'on nie les sentiments des enfants, ce n'est pas comme ça que tu dois te comporter, ça ne te ressemble pas, ça n'est pas toi ça, ou ça ne t'apportera rien, tu n'as aucune raison d'être énervé comme ça. Eh bien, les enfants entrent en confusion et finissent par se demander s'ils sont capables d'y voir clair. C'est perturbant pour eux. Mieux vaudrait bien sûr qu'ils se sentent matures
écouter est capable. Nous avons des dialogues types avec les enfants, je vais vous en donner 2 exemples. « Je suis fatigué », dit l'enfant. « Mais non, tu sors du lit, c'est pas possible. »« Mais si, je suis fatigué. »« Allons, ça suffit, habille-toi. » Ça, on fait ça tous les jours. 2e dialogue. « Oh, c'est nul d'aller au parc. Bah, d'habitude, tu adores. »« Oh non, c'est trop nul. » Arrête de critiquer, sois positif. Bon, on a tous dû dire ce genre de choses. Eh bien, ces discussions sont des impasses. Même si elles arrivent sans que ce soit dramatique, on peut faire mieux. Parce que la situation qui en résulte est confuse, c'est la confusion. Adèle Faber, et c'est ça qui est bien, ne revendique pas une réussite de super maman. Les gens qui, en général, se disent experts ne sont pas forcément aussi bons qu'ils le disent. Donc, Adèle Faber ne surestime pas sa réussite, pas plus que nous. Et c'est ce qui est encourageant pour nous. Nous vivons sur la planète Terre, nous ne sommes pas des super-héros, nous ne sommes pas Batman ou Superman, nous sommes des êtres humains, nous avons des super pouvoirs d'êtres humains et nous avons aussi des difficultés. À la fin de son livre, Adèle propose à sa fille, et nous choisissons de commencer par là parce que c'est très intéressant pour nous, les exemples sont très parlants, elle propose à sa fille qui est trentenaire et qui a été élevée selon ses principes, de donner son avis. Et sa fille qui est trentenaire a donc des enfants. Donc voilà ce qu'elle raconte. C'est un peu étrange d'écrire en tant que fille d'Adèle Faber. Jeune mère, les discussions autour de mon illustre passé ne m'enthousiasmaient pas. Chaque jour, j'essayais plutôt de survivre à la vie d'une maman de tout petit, ce qui est parfois comparable à la folie des montagnes russes. Je me souviens d'une affreuse sortie au centre commercial avec mon fils âgé de presque 2 ans. À cette époque, il détestait qu'on le tienne par la main. Il avait besoin de se sentir libre. Le centre commercial était bondé de monde ce jour-là. Quand Dan s'est précipité avec envie vers un objet brillant qui avait attiré son regard, je l'ai attrapé par le bras. J'étais terrifié à l'idée de le perdre. Aussitôt qu'il a senti ma prise, il a commencé à se débattre. Je l'ai agrippé encore plus fort. Je lui faisais mal. Il s'est mis à hurler et à se tordre. J'ai alors commencé à porter mon enfant hystérique. Puis, je me suis dirigé rapidement vers la sortie avec mon prisonnier qui hurlait et donnait des coups de pied. Mes yeux scrutaient anxieusement les alentours. J'appréhendais une rencontre avec un agent de sécurité du centre commercial, susceptible de m'accuser de kidnapping. J'admets avoir eu l'idée de cacher mon identité. Si j'avais dit que j'étais Johanna Faber et que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un avait su que j'étais la fille d'une experte dans le domaine de l'éducation des enfants, j'aurais été humilié et ma mère discréditée. Johanna raconte plus loin diverses anecdotes. Une maman lui a raconté « Samedi dernier, il faisait froid et le temps était pluvieux. Une amie et moi avions prévu de nous retrouver avec nos enfants dans une aire de jeu au centre commercial. Quand je vis arriver à l'endroit en question avec Maxime, il s'est arrêté à l'entrée, refusant de bouger. Il a déclaré « Je ne veux pas y aller. C'est nul, c'est juste pour les bébés. » J'ai pensé « Ah non, nous revoilà repartis pour une nouvelle crise de colère. » J'ai failli dire « Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais venir, regarde ces tonnes de jeux, les enfants ont vraiment l'air de s'amuser. » À la place, j'ai pris une profonde respiration et je lui ai dit « Rien ne te plaît ici. Tous ces toboggans, ces trampolines, ces circuits de petites autos et de camions ne te semblent nuls et c'est pour les bébés. » Il a dit « Ouais » et il est parti jouer. J'étais abasourdi. Plus tard, à la sortie, il m'a regardé et il a dit « Tu me comprends. » Il n'avait jamais rien dit de semblable. Maxime vit beaucoup de sentiments très forts. J'ai toujours essayé de le calmer, mais ça l'aide vraiment lorsque je suis dramatique avec lui. Entre guillemets, dramatique. Hier, il attendait avec impatience l'arrivée de son ami. À la dernière minute, la maman a téléphoné pour dire que sa fille était trop fatiguée pour venir le voir. Maxime était si contrarié, il a hurlé. Je me suis approché du tableau noir et j'ai dit « Tu sembles tellement déçu. Tu étais vraiment impatient de jouer avec ton ami. » J'ai dessiné la tête d'un garçon avec d'énormes larmes tombant dans une gigantesque flaque. Les larmes étaient plus grosses que le visage. Maxime voulait que je dessine la flaque encore plus grosse. Puis, il a entouré le dessin d'une larme géante et il a écrit les mots « triste » et « sniff ». Il n'y avait plus de place sur le tableau noir. En fin de compte, nous avons discuté de comment faire pour aller mieux. Il a dit qu'il pouvait téléphoner à un autre ami et c'est ce qu'il a fait. Tandis qu'il attendait son deuxième ami, il m'a dit à quel point il était chanceux car maintenant, il avait 2 amis. L'un pour le jour même, l'autre pour une prochaine fois. Cela peut paraître beaucoup d'efforts pour l'accueil d'un sentiment, mais avant, j'aurais essayé de l'empêcher de faire toute une histoire. Il aurait été insupportable toute la journée. Une maman, reprend Johanna, nous a raconté que cette histoire de sentiments ne fonctionnait pas avec son enfant. Lorsque la maman tentait de reconnaître les sentiments de sa fille, celle-ci se mettait de plus en plus en colère. J'ai demandé à cette maman de nous donner un exemple. Eh bien, a-t-elle dit, voici ce qui est arrivé ce matin.
Megan a commencé à piquer une crise parce que ses chaussures de sport roses étaient humides et je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas les porter pour aller à l'école. Je suis resté calme. Megan, je vois que tu es déçue. Tu voulais mettre ces chaussures, mais elles sont trop humides. Elle a crié de plus belle et a commencé à me donner des coups de pied. En entendant la voix relaxante et chantante de la maman de Megan, j'ai dit « Les mots que tu utilises me disent que tu comprends, mais le ton dit « Du calme, ça ne peut pas être si terrible que ça, il n'y a pas de quoi s'affoler. » Vous pouvez aider un enfant à se calmer en tentant d'harmoniser le ton de votre voix à ces sentiments que vous exprimez, plutôt qu'en les minimisant. « Oh non, c'est pas vrai, tu comptais vraiment mettre ces chaussures de sport roses, mais elles sont trop humides. Quelle déception, ce sont tes préférées en plus. » Zut alors. J'aurais souhaité qu'on ait les temps de les faire sécher, je ne sais pas comment on va faire. Penses-tu qu'elles seront sèches à ton retour en les mettant sur le radiateur, si on les met maintenant? Et parfois, le fait de donner un choix à un enfant l'aide à avancer. Que devrions-nous faire pour l'instant? Veux-tu mettre tes chaussures de sport violettes ou tes sandales en attendant? Donc là, vous donnez des possibilités qui permettent à l'enfant soit de choisir ses possibilités, soit encore une autre. Quelques semaines plus tard, la maman de Megan nous a relaté cette conversation. Megan commençait à se décomposer tellement elle avait faim. Je lui ai dit calmement qu'elle devait être patiente parce que le repas serait prêt dans 5 petites minutes. Les gémissements ne faisaient qu'augmenter. Puis je me suis souvenu de l'idée d'harmoniser le ton de ma voix à la force de l'émotion. Je me suis aussitôt jeté à terre à côté d'elle et j'ai dit « C'est vraiment long d'attendre 5 minutes quand on est affamé. Tu as l'impression que tu vas mourir de faim. » Et puis j'ai donné un coup de poing par terre et j'ai dit « On veut manger maintenant !» Megan s'est mise à ricaner puis elle a dit « Maman, tu es folle !» Elle a vraiment aimé cette scène dramatique à tel point que cela a complètement changé son humeur. Alors c'est une traduction de l'anglais. Quand elle dit scène dramatique, tout simplement, il s'agit de rencontrer le sentiment de l'enfant, de se mettre au diapason de son sentiment et de dire les choses comme il les dirait. Et même en forçant un peu la dose. De telle manière que l'enfant se sente un petit peu débordé et se dise « Mais tiens, mon parent me comprend, ma maman me comprend, mon papa me comprend, il va même encore plus loin que moi. » D'autres mamans donnent des trucs qu'elles utilisent dans d'autres situations, quand il y a plusieurs enfants par exemple. Enfin bref, on ne peut que vous recommander d'acquérir ce livre si vous le pouvez. Et si vous vous sentez prête ou prêt à aborder cette manière de faire. Alors vous tempérerez parfois parce que vous avez votre manière de faire. Mais cette orientation va vous aider à gagner du temps, et même beaucoup de temps, et beaucoup d'énergie aussi. Alors en classe, le meilleur moyen de respecter la pudeur, la sensibilité de l'enfant, dont nous avons parlé dans un article précédent, c'est de rencontrer ses sentiments. Comment est-ce qu'on peut faire pour rencontrer les sentiments de l'enfant en classe? Eh bien, ce sont les thèmes. Vous pourriez faire tourner une journée ou une semaine ou une période autour d'un thème. Donc nous avons déjà abordé cette question, je vous mets le lien dans l'article pour retrouver cette page que nous avions faite à ce sujet. Les thèmes vont renforcer la concentration, qu'il s'agisse de n'importe quoi, qu'il s'agisse d'œuvres d'art, de tableaux, de plantes, de formes géométriques, de liquides, du monde animal, de la diagonale du fou ou de la combustion. Le thème que vous choisirez illustrera chaque matière, de près ou de loin, et même plus c'est éloigné, plus l'enfant va chercher et plus c'est fertile. Parfois ça semble très difficile d'allier un thème avec une matière. Et en fait, on peut y arriver sans forcément commencer le cours par là, par cette question, mais au cours du cours, si je puis dire, l'enfant peut vous dire tout d'un coup, tiens, ça me fait penser que cette semaine, nous sommes autour du thème de... Et pourquoi tu penses à ça? Parce que tu as parlé de ci et de ça, et ça me fait penser à telle chose. Ça va énormément aider à ancrer les notions. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Eh bien, supposons que nous soyons lundi. Vous allez demander à l'enfant s'il aimerait qu'on travaille sur un thème particulier, peu importe lequel. Alors, il n'a peut-être pas d'idée, il va prendre, ou alors vous allez lui suggérer un thème du week-end, le vélo, le jardinage, la pluie, etc. Peu importe. Une passion qu'il a, des photos qu'il fait, peu importe. Un objet dans la pièce. Il choisit un thème qui lui plaît. Et vous vous mettez d'accord pour essayer de le dénicher dans chaque cours que vous allez faire dans la semaine. Alors, si vous vous dites
que c'est compliqué de choisir un thème qui harmonise toutes les matières que vous allez voir dans la semaine, eh bien oubliez cette idée. Vous n'allez pas choisir un thème en regardant, en lisant chacun des cours que vous allez faire dans la semaine. Ce serait très compliqué, ce serait ardu de trouver quelque chose qui puisse faire un point commun. Non, vous prenez un thème tout à fait au hasard, et plus votre thème est vaste, plus vous trouverez aisément un pont à faire avec le cours. Vous voyez, plus il est vaste, plus ce sera facile de trouver une résonance, un écho, un reflet, ou un rappel, ou un parallèle avec la matière que vous êtes en train d'enseigner. Vous pouvez prendre l'espace, l'air, la natation, la montagne, la procréation. En toute chose se trouvent tous les principes du vivant. Et ceci, entre nous, c'est un grand secret. Cela veut dire que, en partant de n'importe quoi, on peut tout retrouver ou tout deviner. C'est comme chaque partie du corps qui permet de comprendre toutes les autres. Vous pouvez soigner quelqu'un en touchant ses oreilles, ses pieds, ses mains, sa nuque, car tout dans le corps est relié. Ce qui est amusant, c'est que la réflexologue, par exemple, pense que l'auriculothérapeute se trompe dans sa pratique. Et vu de l'extérieur, beaucoup de gens se disent que ce n'est là que des charlatans, puisque si l'on soigne d'un côté, on ne peut pas soigner de l'autre. Eh bien, en réalité, on peut soigner le corps de nombreux endroits différents. N'allons pas développer, parce que ce n'est pas le sujet de ce blog, mais il en va de même dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des principes du vivant. Vous pouvez enseigner tous les principes en partant de n'importe quel point. De même que vous pouvez aller dans n'importe quel endroit du monde en partant de n'importe quel endroit. Vous n'avez pas besoin de partir du centre de Paris pour aller à Rome. Simplement, vous verrez que les principes se manifestent à des degrés divers, selon le point de départ. Exactement comme il est plus difficile d'étudier la plaine depuis le sommet d'une montagne qu'en se trouvant dans la plaine. Chaque point de vue limite la vision et en livre une part. Alors par exemple, vous allez étudier l'arbre, et bien dans l'arbre, vous avez du minéral, vous avez de la pierre, enfin vous avez de la matière minérale, vous avez de l'eau, vous avez de l'air et vous avez aussi du feu, au sens ancien du mot, c'est-à-dire que vous avez de l'énergie, de la chaleur. Et donc vous voyez que vous avez tous les éléments primordiaux dans chaque élément. Si vous prenez donc ce sujet de l'arbre, vous n'aurez aucun mal à faire des mathématiques. Comment calculer la hauteur d'un arbre à distance, avec calcul des angles par exemple. Vous n'aurez aucun mal à faire un cours de sciences, évidemment. Vous n'aurez aucun mal à faire du français. Vous pouvez parfaitement faire un poème, un texte sur l'arbre. Vous pouvez faire de l'histoire. Vous trouverez la généalogie, par exemple, la généalogie des rois de France, ou l'arbre de Saint-Louis, ou que sais-je. Le bois qui a servi à faire la marine de Louis XIV, etc. etc. Donc vous avez toujours un moyen de raccorder un thème et le cours que vous êtes en train de faire. Voilà, donc si vous avez un cours pour faire l'école à la maison, si vous faites l'école à la maison avec un cours, eh bien vous n'aurez pas trop de difficultés à suivre le cours, et puis un moment dans le cours, peut-être pour faire une pause, ou au début ou à la fin, un moment où vous vous sentez bien, eh bien vous pourrez parler du thème. Tiens, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait rapprocher ce que nous sommes en train d'étudier du thème de notre semaine, par exemple. Voilà. Et puis, si vous en êtes à l'enseignement informel, c'est-à-dire sans cours, eh bien c'est le thème qui va inspirer les matières. Vous allez partir du thème pour faire des matières. Vous partirez du thème pour aller vers le français, l'histoire, la géo, les maths, etc. Ce thème, qui peut être hebdomadaire, mais ça peut être aussi plus long, ça peut durer un trimestre. Si vous avez un thème très vaste, bon, je vous conseille quand même de faire des périodes relativement courtes parce que l'enfant souvent a besoin de renouveler, de changer. Eh bien, ça va énormément ancrer les notions dans l'esprit de l'enfant. Quel qu'il soit, ce qui comptera, c'est 1. Qu'il intéresse votre enfant, 2. Le talent avec lequel vous allez, ô magie, faire surgir des principes en partant de ce thème, des ponts conceptuels, entre guillemets, entre une chose et un savoir. Alors, n'ayez pas peur du mot talent, chacun arrive à trouver. Et puis si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave, vous dites aujourd'hui je vois pas du tout comment on pourrait relier le calcul du triangle avec le principe que nous avons choisi qui était l'incendie par exemple. Je vois pas. Bah, c'est pas grave, vous dites à votre enfant, on y réfléchira, peut-être que tu vas trouver. Tiens, essaie de me trouver ça pour demain si tu peux, ce soir en y réfléchissant. Si tu pouvais me trouver
ce serait vraiment amusant qu'on trouve ensemble. Ou toi de ton côté. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de préparation. Peu à peu, vous aussi, vous allez apprendre à improviser. Donc, voilà, si vous partez du thème camion de pompier, eh ben, vous n'aurez aucun mal à faire surgir des maths, la longueur du camion, sa superficie, sa vitesse, etc. Du français, le vocabulaire descriptif, les règlements face au feu, les appels au secours, la communication, etc. De l'histoire, hein, le feu dans les cités, on s'est servi des feux pour assiéger des villes, les feux grégeois, etc. Bon. Et puis vous pourrez faire de la biologie, les réactions de l'eau et de la chaleur, le soufre, la combustion, etc. Et puis vous pourrez aussi esquisser de la philo un petit peu, pourquoi pas, c'est pas du tout interdit de faire un petit peu de philo, même avec un petit enfant, etc. Enfin, il n'y a pas de limite. Le thème vous emmène où vous voulez. Voilà. Donc, nous avons vu aujourd'hui cette question. Rencontrer les sentiments de l'enfant donc au quotidien. Vous pouvez dès à présent commencer à voir si, au lieu de réagir frontalement, vous pouvez rencontrer l'enfant en allant dans son sens, parfois en allant au-delà même, comme nous l'a dit Adèle Faber. C'est une première étape. Et puis, dans les cours, rencontrer les sentiments de l'enfant en lui faisant choisir des thèmes et en créant des ponts entre ces thèmes et la matière du jour. Voilà, à très bientôt.